Ce que tu appelles tes accidents, c'est quoi exactement? Alors le feu, c'est déjà arrivé. Comment ça, le feu? Le feu, il y a eu le feu dans Il y a eu le l'atelier. feu ici, là-bas? Dans l'atelier, oui. Ah. Et il y a des choses Et ça a qui sont donné quelque chose passées. de bien ou bien? Oui, Quoi? super. Une forme qui m'a inspirée, qui était dans le plastique. Mais c'était un feu très court. J'ai eu le temps de jeter une bâche et tu vois, c'était rien de dramatique, mais c'était intéressant. Un trou dans une pièce. Quand je versais de la cire dedans, ça a donné toutes les vagues que vous voyez. C'est parce qu'il y avait un petit trou dans une pièce en cire. Et la cire que j'ai versée dedans s'est vidée petit à petit, formant des strates. Et c'est ça qui a débouché en 2011 sur tout un travail de vagues. Ah oui, donc tout à fait comme Oui. ça. Alors, autre chose qui va vraiment vous faire marrer, la forme là, c'est pas moi qui l'ai fait. Laquelle? Là, je vous jure, c'est pas moi qui l'ai fait. Dans Devant vous, dans le jardin, en fait, je voulais dire des toupies. Et donc, je m'amusais à faire des petits boudins. Et pour faire une toupie qui a 2 pointes, le mouvement de la main, c'est un cœur. J'invente rien, c'est comme ça. Et une toupie qui a 2 pointes, c'est une circonférence et 2 entités. C'est intéressant quand même, parce que l'énergie des 2 entités se rejoint sur la circonférence. Et ça m'a captivée. En faisant mes petits boudins et mes toupies, j'ai raté. Et ça a donné la vague. Je voulais juste que vous le saviez. Elle est restée, que vous le sachiez, elle est restée dans l'atelier, dans un petit coin, pendant tout un temps. Et je l'ai laissée. Et je la regardais comme ça en me disant, un jour j'ai rangé l'atelier, des rangements d'atelier, je l'ai fait pour vous. C'est juste unique parce qu'on découvre des choses anciennes et elles se mettent avec des choses nouvelles et ça fait un truc décapant. Et quand j'ai vu cette petite vague et que je l'ai mise, enfin ce raté, et que je l'ai mis sur le ventre, je me suis dit waouh! Et ça c'était il y a 1 an. Je me suis dit je vais la faire en grand. Puis je l'ai faite en 50 cm. Puis je me suis dit c'est toujours pas ça. Puis je l'ai faite comme ça. Quand découvrez-vous la matière? Quand je découvre la matière. À quel âge? Quel âge avez-vous? À 5 ans. À 5 ans. Je me promène à Cran et avec mes cousins et il y a une clairière. Et par terre, la terre craque. Et je me demande pourquoi. Et je ramasse dans la flaque de la terre et je la malaxe. Et puis on était gosses, il y avait un petit chemin qui passait à côté du chalet, un chemin de randonneur, et on a fait toutes ces petites choses là-dedans, et ça a bien vieilli. Donc après, je me suis inscrite au cours de céramique à 6 ans à l'école, et puis j'ai pu arrêter. Ça, c'était les vrais débuts. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai dessiné tout le temps depuis toute petite, et j'ai beaucoup écrit. Mais mon père était très rationnel, et il m'a dit « tu seras avocate, ma fille ». Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai continué, mais moins fort parce que je recherchais l'amour du père comme toute jeune fille. Donc je faisais ça plus sur le côté quand je me sentais mal, écrire, dessiner. Et puis à un moment donné, j'ai été très très mal et je me suis dit je dois faire ce que j'aime faire depuis toujours. Je m'en fous de ce que disent les gens, je m'en fous de mon père. Et là, j'ai fait plus que ça. La première exposition, c'est quand? La première exposition, c'est le Riverside. Dans un restaurant, c'était des grosses dames que je dessinais parce que j'ai une phase où j'adorais dessiner les grosses dames qui m'ont mené à la matière. Ça devait être en 90, oui 90, je dirais 90, première expo. Alors la matière, quand employez-vous à cette époque-là? Je dessinais. En fait, j'ai commencé parce que mon mari m'a dit je veux pas d'une mère artiste pour mes enfants, donc ça continuait. Mon père avait fait la même chose avec sa femme, elle était à la camp, maman, et ma grand-mère dessinait, elle a pu faire. Mais mon père a dit qu'il fallait absolument qu'une femme, François, ne travaille pas. Donc elle a arrêté la camp, elle était avec Pierre Culot et encore pas mal d'autres gens fort appréciés aujourd'hui, et elle a arrêté. Donc, c'était quoi votre question, pardon? Le début. Je vous ai demandé quelle matière, mais on m'avait dit je dessinais. Voilà, et puis j'ai fait des portraits, voilà. Parce que mon mari, voilà, j'ai fait des portraits de chiens, de chats, de chevaux, etc. Ça, c'était en 91, plus ou moins. Et puis, j'étais très mal en 92, et là, je me suis dit que je ne ferais plus que ça.
Et j'ai commencé vraiment, j'avais déjà fait des portraits, des portraits d'enfants et toutes sortes de choses, mais là j'ai commencé à faire de l'abstraction. Et ça a été une phase de corps qui s'affrontent, qui luttent. J'étais en rébellion, donc c'était des tauromachie, le palio, vous allez le voir à l'atelier, c'était des pièces qui disaient l'absurdité de l'homme par rapport à la nature déjà, beaucoup d'hommes qui se battent, etc. Et à un moment donné, j'ai fait en 2006 un dos, qui était un peu un bouclier. Et puis je me suis dit, tiens, le dos, j'adorais les coquillages, j'ai toujours aimé les coquillages. Je rêvais de coquillages petites, que j'en trouvais des grands. Je me suis dit, le dos, c'est comme le coquillage. Et comme en même temps j'allais mieux dans ma vie personnelle, je me suis dit, on va dire merci à la nature. Et j'ai viré par le coquillage, le dos, la carapace, j'ai viré dans l'abstraction. C'était une femme qui sautait, la sculpture, ça s'appelle Petit Mobile, et je pense qu'elle est dans le livre. Elle est sur une main et on voit comme un dos. C'était la carapace. Et là, j'ai commencé à faire plus que des formes. C'est à ce moment-là que j'ai fait que des formes. On est toujours dans le dessin? Non, non, là, on est déjà dans la sculpture. On est déjà dans la 91, sculpture, oui, d'accord. Avec le coquillage, on est déjà dans la oui, sculpture. oui, oui. Et déjà pour les luttes, les chevaux, tout ça. D'accord. Pardon, je n'ai pas été claire. Le parcours brièvement dit, et après ça, bon, j'ai continué les formes, et au gré de ce que je ressentais un peu partout, c'était un mélange d'actualité, de vécu personnel, de tensions familiales en aval, plus par rapport au passé, encore des choses qui traînaient. J'ai commencé à faire un peu tout ce que vous voyez ici, Est-ce que vous avez été soutenu par un marchand? Par une galerie? J'ai été suivie 10 ans par la galerie Zédès, qui m'a prise au moment où je faisais le palio. Donc c'était en 2000. Et j'ai fait 5 expositions avec elle. Christiane de Smet est merveilleuse. Et puis j'ai été prise par la galerie Marouani-Mercier, qui, comment dire, Serge Marouani est devenu très vite un très grand copain. Et ils m'en ont vendu 150 en 5 ans, ce qui est énorme. Ils m'ont placé dans énormément de collections et on a beaucoup ri. Et j'ai produit comme une dingue. Donc c'était extraordinaire. J'avais beaucoup de peine à suivre le rythme. Mais j'ai continué à créer parce que on a beau dire quand même le regard extérieur et le fait de pouvoir quand même vivre un peu de ce qu'on fait est un sacré moteur. Et c'est une bénédiction qui est vraiment éphémère. Après ça, il s'est passé un truc, c'est qu'on a arrêté, pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas envie d'évoquer ici. Serge et moi, on a arrêté notre association, et là pour moi ça a été vraiment très dur. Et ZS m'a reprise en 2017. J'étais dans des toupies, je tournais fou. Donc j'ai fait que des toupies. Et entre autres, la vague est sortie par accident. Et des toupies, des toupies. Je n'arrêtais plus avec les toupies. Et d'autres choses aussi. Les toupies, c'est aussi quelque chose qu'on sent en dessous qui tourne. Et après, ces ondes que je faisais sur les toupies, ces ondes, donc quand je trempe la matière et je la sors progressivement, ça fait des bosses. Et ces bosses, je ne sais pas si quand vous massez des gens, vous sentez des tensions. Et quand vous prenez l'avion, vous voyez des fractales. Mais ces fractales, j'ai découvert que c'était l'écriture de la nature. C'est fractal, c'est comme ça qu'elle écrit. Les plantes marcotent, nos veines marcotent, les montagnes marcotent. Tout est fractal. Et donc j'ai fait des chaos. J'ai fait que des chaos. Des grands chaos, des petits chaos. Je suis rentrée dans une phase débile de chaos après les toupies. Et ces chaos m'ont fait vraiment sentir que ces énergies pouvaient aller dans tous les sens. J'ai voulu dire le grand boxon. Voilà, ça, le montage d'un ouvrage comme celui-ci demande des connexions, des contacts. Comment avez-vous rencontré Liliane Knops, l'éditrice? Ça, c'est une bonne question. Fabienne Naumann. On a un imprimeur avec laquelle
très belle collaboration. Voilà. Et Fabienne, en fait, m'a dit tu dois rencontrer Liliane, vous allez vous entendre super bien, c'est formidable. Et puis le courant était tout de suite. Tout de suite, j'ai apprécié Liliane pour, comment dire, sa sobriété, sa finesse, sa sensibilité, tout de suite le don des couleurs, et une forme de minimalisme. J'ai tout de suite aimé chez elle, c'était important pour moi d'aller chez elle. Et voilà, on s'est... Oui, pour moi c'est important aussi, c'est vrai que quand je rencontre un auteur, il faut que le courant passe, parce que s'il ne passe pas, vous allez travailler ensemble. Je m'arrête, donc c'est important. Je pense que c'est un joker pour vous, parce qu'en général, c'est soit un marchand qui vous fait lors d'une exposition un ouvrage, soit c'est l'auteur lui-même qui va, je veux dire, l'auto-éditer, mais ici, vous faites confiance, et je veux dire, c'est un jackpot pour vous d'avoir cette collaboration avec une éditrice, parce qu'encore une fois, compte tenu du marché actuel du livre d'art, chapeau bas, parce que vous n'en trouverez sûrement pas une deuxième comme elle dans les mois qui suivent, me semble-t-il. Hein. Oui, parce que j'entends des amis éditeurs ou des représentants. Mais c'est incroyable, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, tout ça, c'est de l'argent, mais il y a un truc que j'ai depuis toujours, c'est que moi c'est le palio qui m'a permis de faire la première grande, et puis quand le tiroir caisse, enfin mon tiroir professionnel est vide, je dis waouh, je dois encore faire toutes ces pièces pour février. Paf, il y a un truc qui tombe. Voilà. Et je n'ai jamais marché à la commande pour mes grandes, jamais. On m'a jamais demandé un truc. Donc c'est certainement pas un marchand qui allait me dire de faire un livre. Je sens, je suis totalement intuitive avec ses avantages et ses désavantages. Ce serait une très belle carte de visite, me semble-t-il. J'ai vu déjà quelques pages défiler dans le livre de monsieur ici. Et je dois dire... c'est le premier. Merci. Il y a eu Premier bilan. Premier bilan. Et il y a eu deux petits, parce que j'ai eu la chance d'être accueillie par Isabelle Anspach au musée Van Buren en 2007 et en 2013, qui est devenu 2012, parce que pour des raisons d'entretien du musée. Et à cette occasion-là, j'ai fait un petit résumé avec Priscille Ness, qui est la maquettiste, de celui-ci aussi. Donc je tenais à avoir aussi une continuité de ce côté. Et là, actuellement. Il est fantastique. J'ai vécu 30 ans à Knock, donc je connais un petit peu le monde Oui. de Knock, surtout aux Zoutes où j'étais. Et je dois dire, il y a quelques années d'ici, Follon s'est installé. Oui. J'ai assisté à la naissance un petit peu avec Roger Nellens, avec M. Lippens, oui. avec Follon. J'étais là sur la plage. Ah ben alors vous avez le livre, je l'ai enlevé pour faire de la place, de Paul Grosjean, vous l'avez vu sans doute? Non, je pense pas. Ah oui, mais je... Alors comment arrive-t-on à Knock sur... comment arrive-t-on à Knock avec une sculpture? Excusez-moi. Comment arrive-t-on à Knock avec une sculpture? Alors ça s'est passé d'une manière... Mais en fait, j'ai fait cet homme immense dans mon atelier, bourré de trous, et puis je me suis dit, où est-ce que je vais le mettre? Et le week-end suivant, j'allais à la mer, et je me suis mis sur un brise-lames, ce serait extraordinaire. Et je me suis dit, allez, on va y aller, il faut que je trouve le moyen. Et donc j'ai été chez Léopold Lippens, avec qui j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous assez vite, et Léopold m'a reçu. Et il m'a dit, écoute, ça va pas être possible, tous les artistes vont venir avec des sculptures. Et puis j'ai insisté, et je dis, mais tu te rends pas, vous rendez pas compte ce qui se passe, ici il faut faire bouger les choses. Et bon, il dit non, c'est pas possible. Et en franchissant la porte, je lui ai dit, c'est quand même un peu écolo, il se passe des choses ici à Knock. C'était en 92. Et elle m'a dit, bon, je le prends et je le donne à mon assistant. Et il l'a donné à Willens, que vous avez dû connaître, qui était son bras droit, qui était une personne extraordinaire. Et rendez-vous sur le brise-lames en septembre, le 9 septembre, un jour superbe, et on commence à parler de la culture maraîchère, des femmes enceintes qui accouchent le jour de la pleine lune. Enfin bref, on était sur la même longueur d'onde, et il m'a regardé, il a dit Bingo.
c'est comme si c'était fait. Je dis oui, mais enfin, Ostend s'occupe de l'aménagement du territoire, etc. Il faut quand même. C'est comme si c'était fait. Dans 15 jours, on peut tout organiser. Et puis, le plus beau de l'histoire, de nouveau un accident, la mer l'arrache 2 fois. Et le fait que la mer l'arrache, c'est quand même quelque chose qui corrobore tout à fait ce que je veux dire. On est là, mais la nature fait de nous exactement ce qu'elle veut. Et mon bonhomme qui était en position un peu d'humilité, demandant de pouvoir encore rester, déjà oxydé, pardon, est-ce que tu veux pas aller dans mon sac? Fabienne qui est juste là à droite et couper j'ai oublié de le couper. Et demande, et donc il est en position d'humilité, déjà abîmé et érodé parce qu'il mange dans la grande poubelle qu'il a créée, qu'est la mer. Et donc le fait que la mer le reprenne une première fois, il est tombé à côté du Brise-Lames. Donc retour fonderie avec l'aide de la commune, etc. La commune a toujours été adorable avec moi, bien que c'était du dépôt. Hein. À ce moment-là, c'était encore du dépôt. Donc moi, mes petites économies, donc retour fonderie, on l'a armé et on l'a remis. Une semaine plus tard, quelqu'un de la côte m'appelle et me dit, il regarde vers Zeebrugge. Je dis, c'est pas vrai, c'est une blague. Le genou droit, mon mauvais genou, avait lâché et il avait tourné sur lui-même. Donc retour, fonderie, machin. Robocop. On lui a mis de l'acier inoxydé, un tube vraiment en acier inoxydable de 10 cm de diamètre, jusque là, avec des armatures partout. Camion de forage sur le Brise-Lames pour faire un carottage enfoncé à 30 cm dans le Brise-Lames. On l'a installé, camion chenille, machin, tout. Léopold était là, entre deux marées. Et donc, il tient jusqu'à je sais pas quand, voilà. C'est vrai que ça a fait râler pas mal de galeristes qui avaient toujours rêvé d'avoir leur poulain exposé comme ça. Oui, c'est dommage qu'il soit jaloux, il devrait être content, parce que Ah oui. c'est comme un chouette message, et ça touche pas que moi, hein, ça touche un peu l'humanité, enfin, avec moi. Christine, ce bonhomme, non mais ce bonhomme est un peu un truc que tout le monde sait et ne fait pas. Moi j'ai eu beaucoup de chance de la mettre là et d'avoir la mère qui l'accepte encore jusqu'à aujourd'hui. Un débat sur Hélène 24 avec Albert Barognan, Constantin Chariot et les chemins du tourisme cloquois, ça fait partie de l'image de la commune. C'est les chemins lui-même qui nous a montré une photo de Tomorrow's Man. Et donc c'est effectivement, mais c'est plus qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art avec le Brise-Lames et avec la mer. Ça peut pas être dans une carte. Voilà. C'est le lapin du Zwin, quoi. Le lièvre. Le lièvre, il est fantastique. Hein. Parce qu'il y a plein d'humour dans le lièvre. Aussi. C'est plus drôle que mon bonhomme, quelque part. Mais bon, maintenant, je suis avec les têtes capable de dire les choses avec plus d'humour, parce que je me dis que je me suis rendu compte que le mal était l'homme et le mal est nécessaire à tout le bon. Donc le mal est nécessaire à la nature. Et le fait de le mettre face à la mer, c'était un choix qui s'imposait ou ça aurait pu être face à un autre élément, je ne sais pas, face à un... Mais c'est de nouveau la suite des choses qui a fait que ça se mette comme ça. Je me suis dit c'était logique pour moi de le mettre comme ça. Je ne me suis même pas posé la question, en fait. C'était... Parce que le personnage qui était déjà trouvé à l'origine, qu'on retrouve ici dans cette tête, de perforer ces personnages, en fait, c'était déjà lié à l'érosion maritime. Oui, en fait, c'est dans l'idée. Une super question, parce que avant, je faisais beaucoup de trucs qui étaient infinis. J'ai fait beaucoup d'oreilles, de trucs abstraits, qui étaient on prend ce qu'on donne, et c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, les énergies. Et puis à un moment donné, je suis devenue un peu misanthrope, je me suis rendu compte qu'on ne rendait rien. Et donc j'ai commencé à avoir des énergies qui tournaient sur elles-mêmes. Et une énergie qui tourne sur elle-même, c'est l'érosion, c'est l'accès à autre chose, mais c'est la disparition progressive.
mais c'est aussi les trous noirs, Oui, oui. c'est beaucoup de choses. C'est un accès à autre chose par la disparition, par du wood destruction qu'elle a, et des pièces qui ont commencé à devenir complètement trouées. Et just before dust, there are autumn earthmen. Il y a 3 types d'érosion. Il y a un premier qui est en entier, un deuxième qui est troué, et un troisième qui a une forme qui rappelle vaguement, étrangement un foetus, mais il est complètement érodé et il s'appelle Just Before Dust. Il a été exposé en 2019 à la Forêt d'Yvonne. Je vais poser la question par rapport à la pièce qui est sur le bureau là-bas, qui était chez Divonne aussi, Oui, oui. plus petit, Oui. je ne sais plus. Alors, ça c'est une toupie. Ah, c'est une toupie. C'est une toupie, mais en 2 parties. Et dans la face toupie, il faut bien dire qu'en faisant c'est le quai dehors, vous voyez là que c'est la circonférence. Et c'est en soi-même deux énergies, l'horizontalité et la verticalité. Et je vais peut-être en heurter quelques-uns, mais pour moi, l'horizontalité, c'est je suis, c'est l'horizon. On se pose. Et la verticalité, c'est toujours plus, c'est plus on consomme, plus on est. Donc ça, c'est la verticalité. Donc il y a cet axe de croix. Et dans les chaos, dans la phase chaos, c'était très présent, j'ai oublié de le dire, je suis arrivée à cette croix. Et là, il y a la croix. Il y a la croix, il y a la verticalité qui se casse déjà un peu la gueule, et l'horizontalité aussi un peu qui se casse la gueule. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est binaire. Si vous regardez, il y a un espace entre les deux, et il y a la partie ancrée et la partie qui ne l'est pas. À vous d'interpréter, je ne vais pas tout dire, parce que chacun... Je propose aussi, hein, j'espère. Parce que par rapport... C'est un peu son film. Donc c'est une toupie, moi ce que j'appelais un flotteur, mais finalement c'est... Oui, mais c'est très un- beau. C'est très beau. C'est maritime, quoi. C'est pour ça Oui. que je dis flotteur. Oui. Mais finalement, ici, on a quand même une chose qui est beaucoup plus architecturée, Oui, parce que je m'amuse. qui pourrait être même un motif plus science-fiction. Oui. En fait, je l'ai appelé Zorg. Et puis j'ai inventé une histoire, évidemment, parce que j'aime bien écrire. Je ne sais pas si j'ose la dire. Oui, c'est ça que je me questionnais aussi, parce que bon, on est un peu dans l'architecture, vous partez avec une vision de vouloir faire quelque chose, donc vous avez déjà un raisonnement qui est là en vous, et puis patatraf, il y a l'accident qui va arriver, vous allez changer de raisonnement à ce moment-là. Non, pas du tout, parce qu'elle était là, la forme, et j'adore travailler la cire, donc il y a aussi tout un côté plaisir aussi, ludique. Et donc, vous verrez à l'atelier, j'ai des racloirs et tout, et puis j'ai commencé à chipoter, à chercher, on cherche, on chipote, et puis tout à coup on est content. Hein. Il n'y a pas que des choses qui sont établies, on évolue. Puis on revient en arrière, tiens, c'est peut-être moi ma voix, on revient en arrière. Et voilà, mais je l'adore. Et la chose vous parle à partir de quand, là? C'est une bonne question. Je crois que c'est quand je me sens mieux. C'est quand vous la caressez? Ah ça en tout cas. Ça c'est un incontournable. À la fonderie, je suis avec ma disqueuse et je veux qu'on puisse toutes les caresser. Parce que Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une fusion qui va se faire. non, c'est quand j'ai dit, quand c'est sorti. Je crois que c'est avant. Et après, je m'amuse. Là, c'était dit, et puis je me suis amusée, parce que ça doit être doux. Parce qu'en fait, en Occident, on n'utilise plus les mains. On n'utilise plus le toucher. En Orient, partout, on se fait masser, mignon. Mais il faut toucher. Dans un musée, on dit pas toucher. Moi, quand les gens viennent à l'expo, on peut toucher. Je dis surtout toucher. Quelqu'un qui ne touche pas ma pièce, c'est qu'elle est ratée. Donc ça passe par les sens. Moi, c'est évident. Quelle est l'importance de la lumière pour vous? Ah, elle est importante. Hein. Surtout quand un jour on ne peut plus comme ça. Quand il y a la lumière, j'essaie de suspendre tout et d'être dans l'atelier. Surtout le matin, parce que la lumière du matin dans l'atelier, ça tape paf sur ma verrière et il y a toutes les réponses. Moi, je trouve intéressant ton explication tout à fait personnelle au niveau de l'horizontalité et de la verticalité, parce que pour moi, c'est ça que ça en fait.
la verticalité, c'est toujours la spiritualité. Oui. Et c'est s'élever, donc c'est Oui. très chouette d'entendre comment Ah oui, comment oui. tu le vois. Moi, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et chacun fait son chemin. Moi, mon chemin a été de passer par certains pays. Et tout le monde est différent et c'est ces différences-là qui sont intéressantes. Mais la lumière est essentielle et je crois que j'ai encore, je crois que j'ai encore envie de beaucoup m'amuser avec la lumière. Oui. Mais je me suis déjà bien amusée avec le vent, la terre, l'eau. Voilà, j'ai utilisé tous les éléments dans mon travail. Là, il y en a une qui tourne dans le jardin, je ne sais pas si vous avez vu. Il y en a une qui est dans l'eau et qui la prend sur le dos 2 fois par jour. Et la lumière, même là il pleut, mais la vague elle renvoie de la lumière, la résine renvoie la lumière. Les vagues que j'essaie de faire dans la résine, c'était un jeu de lumière, donc depuis toujours, et en faisant des pièces comme ça qui sont dans l'ombre et orientées, elle est la création même, elle est une partie de mes mains, inconsciemment certainement. Parce qu'il y a le vide aussi qui devient noir. Donc c'est une couleur, le vide en sculpture. Et le bronze qui est exposé comme ça, de telle sorte que la lumière tombe de manière zénitale, ce serait le blanc. Ou en tout cas l'interprétation qu'on veut donner à cette lueur-là, parce qu'en plus, il y a ce qu'on pense, évidemment. Tu parles bien de ton travail, hein? Oui, je sais pas. On va... Ah oui. Voilà. Il y a quelques Pas de sculpture. Oui. Peut-être on peut Oui, aller on peut aller à... Ah oui, je C'est pas un bruit de... Voilà. Je peux vous inviter à l'atelier si vous voulez voir un peu toutes les facettes de ce qu'il y a en dessous de ce que vous voyez.